J'ai de nombreuses interrogations, notamment sur les tremblements de terre générés par le Bouddha, mais je souhaite poser une autre question sur le jeu du lion. Est-ce que les artifices que le maître utilise pour enseigner à son disciple ou ses disciples sont tous confondus, tout artifice confondu, le jeu du lion? Exemple, est-ce que quand le maître de Dogen, dont j'ai soudainement oublié le nom, met un coup de sandale au voisin de Zazen de Dogen, est-ce que ça aussi, c'est le jeu du lion? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'artifice. Ces gens-là ne sont pas des artificiels. C'est pas possible d'atteindre cette dimension. Et c'est ça le zazen, c'est ça qui dépasse le monde du désir, c'est qu'il n'y a pas d'artifice. C'est-à-dire, le pouvoir du zazen, il est inconscient, il dépasse le conscient. Sinon, ça serait on resterait encore dans le monde du désir, même si c'est à une haute dimension. Et bon, alors, dans notre culture occidentale, on aimerait avoir le truc, tu vois, que le maître il sait ce qu'il il va faire ça et tout. Mais le maître il suit la voie et ça peut être aussi bien une connerie qu'un truc génial, mais c'est ce qu'il doit faire. Il essaie d'être concentré comme en zazen en fait. On est en zazen quand on a affronté. Moi, ce qui m'intéresse ce que j'aime bien dans le zazen, c'est être confronté à des problèmes humains où il faut trouver une solution, il faut réagir, il faut avoir un certain comportement et où tu sais pas pourquoi, mais en fait, tu as l'impression que tu fais appel à quelque chose qui te dépasse. Et je pense que ça, c'est grâce au zazen. Même quand tu le pratiques pas, hein. Même quand tu n'es pas en train de pratiquer zazen, tu es dans la vie quotidienne. Donc, à mon avis, il n'y a pas du tout l'artifice. Le Nyojo, il n'a pas du tout fait exprès, mais il avait les boules. Il voit le mec qui pionce. Ce mec-là, tous les soirs, au zazen du soir, il pionce. Il en a ras-le-bol. Tout d'un coup, il se lève. Il le latte et il gueule, putain. Si tu t'abandonnes pas ton corps et ton esprit, ça sert à rien d'être là, quoi. Puis en fait, il y a Logan qui est à côté et il sursaute, il a super peur parce que c'est un gars très sensible. Il commence à sentir des sueurs partout, il a le cœur qui commence à faire ça et putain, il lâche son corps, il se retrouve à 3 mètres au-dessus de son corps. Et puis il dit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Il est complètement concentré, puis boum, il redescend, puis après le zazen, il va voir son maître et il lui dit putain là, pendant le zazen, j'ai vraiment... Alors là, je me suis vraiment dépouillé de mon corps et mon esprit parce que j'ai pris 3 mètres d'altitude. Et donc, le maître lui dit c'est pas seulement ça, c'est pas seulement de quitter son corps qui est important. Ce qui est important, c'est de transcender à chaque instant, quoi. À chaque instant. Et j'ai réappris ça aussi avec un maître. Euh, enfin voilà. Donc voilà ce que je pense, il n'y a pas d'artifice. Donc c'est pas intentionnel en fait. Le Ah Bouddha, bah non. il se dit pas bon alors je vais leur balancer un tremblement de terre, ça va les réveiller. Ce qui se passe, c'est que le Bouddha n'est pas. C'est ça la connerie ou le piège ou le Bouddha n'est pas personnel. Le Bouddha est universel. Sinon, ça serait pas le Bouddha. Donc dès que tu deviens Bouddha, c'est pas perso. Ouais. C'est que tu rentres dans un flux universel. Et donc t'es absolument pas. C'est pas un truc comme. Ouais, tiens, j'ai une idée, je vais me lever, je vais faire ça. Bon, peut-être que ça peut aussi se passer, tu vois, tu dis, tiens, il faut que je me lève, ou je sais pas, tout est possible. Ouais. Et quand il fait j'ai beaucoup d'interrogations, mais quand il fait les rayons par exemple,
ou qui tire la langue et qu'il y a des volutes avec des Bouddhas fictifs. Ça, c'est le jeu du lion aussi? Non. Ah. Non, le Là, jeu il du fait lion, exprès, là. c'est le truc pour les ringards. Ouais, ok. En fait, il va du plus haut, c'est-à-dire que l'influence du Bouddha, elle peut être même invisible. Tu vois, elle est invisible ou elle est d'une dimension non consciente et, euh, et on la reçoit même encore maintenant, puisque nous, en fait, on est l'émanation, on est le karma, on est ce qu'a créé le Bouddha. Moi, je m'en rends compte. Quand je repense à mon beau-frère, mon beauf, et, euh, et quand on a rencontré Sensei pour la première fois, il savait déjà qu'on était super important pour sa sangha. Dès la première fois, il savait qu'on était super important pour sa sangha. Je ne sais pas comment. Et l'influence, enfin bon. Donc là, il explique dans la Prajnaparamita que, tu sais, quand même, on fait des séchines, on fait zazen, c'est une dimension de plus en plus grande. Et à chaque coup, on est obligé de revenir euh, dans le monde du désir qui ne nous correspond plus, quoi. À la fin, c'est comme des chaussures qui sont trop petites. Et on est là, et la souffrance qu'on se mange. Et puis après, on est obligé de revenir au temple et de refaire l'effort de revenir au temple. Et donc là, le Bouddha, il fait un truc pour le monde du désir. Et il dit putain, tu vois, et combien on est à attendre. Et moi, quand j'étais au Japon, la terre tremblait souvent. Au Japon, ça tremble 3 fois par semaine, mais c'est des petits tremblements, tu vois, genre puissance 3, tu vois. Alors, t'es dans ton lit, puis tu sens. Et c'est super agréable, quoi. J'adorais ça. Et vraiment, tu sens que, je sais pas, la terre, elle bouge, qu'elle est vivante, etc. Puis ça te berce, ça te décontracte et tout ça. Bon, ceci dit, on en a vu quelques-uns qui étaient forts, quoi. Et alors, quand tu es dans un gros immeuble et que ça commence à trembler et tout ça, j'en ai vu un qui faisait force 5 et j'en ai vu un qui faisait force 7. Et là, force 7, je peux te dire que ça secoue, quoi. Bon, mais on a tellement. Les gens, ils disent, mais putain, quand c'est que ça va bouger? Tu vois, les gens, ils ont envie que ça bouge. Et en fait, ils disent que là, le Bouddha, il dit, bon, putain, ok, je vais faire bouger un peu le truc. Et Ramta aussi racontait qu'à son époque, à l'époque de l'Atlantide, à son époque, lui, il était là, en plein dans les tremblements de terre. La terre, elle s'ouvrait, la terre, elle pétait, il se sentait super bien, tu vois. Parce que il avait pas peur, il se sentait en affinité avec ce truc-là. Au contraire, ça lui donnait la pêche, quoi. Il dit, oh, moi j'adore quand ça tremble, quand le monde s'écroule et tout, tu vois. Et parce que les gens, ils ont envie que ça bouge, quoi. Et là, les gars, ils sont tellement choqués par le tremblement de terre que il y a quelque chose qui bouge en eux, quoi. Et ils renaissent dans le monde des débats, quoi. Alors voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à la Prajnaparamita. C'est très dur à transcrire, mais c'est un texte, ça paraît pas évident, tu vois. Quand je commence à lire le truc, je dis, faut que je fasse un coussin avec ça. Je me dis, ça va être difficile. Mais après, quand j'ai saisi le point important, il y a un point qui me touche. Tu vois, je le laisse mûrir en moi et tout d'un coup, par exemple, ça m'a fait comprendre que les gens qui faisaient un zazen, ils sont plus dans la même dimension que les gens du monde du désir. Pour moi, c'est ça le truc fort de la séchine, c'est ce point-là. Quand tu arrives à faire zazen et quand tu sais, avec ton zazen, aller au-delà du monde du désir, t'es plus dans la même dimension. T'es plus dans les 6 mondes. T'es un vrai bodhisattva. Et
et le monde peut être magique, tu vois, c'est pas le désir qui est mal, c'est pas le plaisir qui est mal, c'est pas l'argent qui est mal. Ce qui est mal, c'est d'être esclave des 6 mondes. C'est la transmigration. Et nous, on n'est plus là-dedans. Tu vois, et après, le sensei, il dit, mais putain, pensez aux autres. On commence à penser aux autres, pas à penser à nous. Et ça, c'est le bonheur, quoi. Ça commence à être le bonheur. Voilà. Oui. Oui, alors justement, si Monsieur Dupont n'a pas 2 mois, mais seulement une illusion de moi, quelle est la partie de lui qui va aller chez les débats Oui, bah, c'est la question du Coussen. Ah oui. Je ne vais pas vous la dire. Parce que je sais pas. Non, mais il explique, la suite est très balèze aussi. Il faut s'habituer au style. Le Bouddha, il a pas dit. Alors, le Bouddha, il a dit entre autres, voilà, l'ego n'existe pas, il est sans substance. En fait, il n'y a pas besoin d'abandonner l'ego parce que en réalité, l'ego n'existe pas. Il a dit tout est vide. Mais en fait, tout le monde s'attache à ce dogme et il commence à dire non, mais l'ego n'existe pas, tout est vide, etc. C'est l'enseignement du Bouddha. Mais il dit non, non, l'enseignement, il a dit, il n'a pas enseigné ça, le Bouddha. Il a enseigné tout est ni vide, ni non vide. L'ego, il existe, mais il n'existe pas. L'ego, il n'existe pas, mais il existe. Donc, il va au-delà d'un simple théorème qui définit tout comme étant vide. Ah, ben, de toute façon, on s'attache à rien, tout est vide. Ça, c'est considéré comme une erreur. Ils ont pas... Pourquoi il fait tout le temps un double théorème? Ben, parce que l'enseignement qu'il nous donne n'est pas de notre dimension. C'est une dimension supérieure à la nôtre. Et comment peut-il l'exprimer par des mots avec notre langage, tu vois? C'est comme si on veut parler à un singe ou à un chien. Et donc, il est obligé d'essayer de s'exprimer avec notre langage. Et notre langage, il n'est pas... c'est pas un langage de la 5e dimension. C'est un langage en fait, à 2 dimensions. Hein, à 2 dimensions, dualiste. Et alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous prend les 2 dimensions, il en fait 4, et avec ça, on arrive à ressentir la 5e. Bon, c'est pas la peine de chercher à comprendre. C'est quand on commence. Justement, le zazen, ça sert à ça, c'est arrêter de suivre intellectuellement les trucs. La pensée est une énergie, la pensée... on pense que la pensée c'est des mots ou des phrases. C'est faux. Elle a été traduite en mots et en phrases parce que nous on est débiles, parce qu'on est lent, parce qu'on est inférieur. On est comme des chiens, des petits chiens à qui tu dis non, pas pisser ici, pas ici. Il comprend pas. Paf, tu tapes. Ou tu tapes, ou tu lui donnes un os, tout ça. Donc il faut trouver un langage des chiens. Donc les gens qui savent dresser les chiens, ils ont étudié, ils connaissent bien le langage des chiens, ils arrivent à leur faire comprendre ce que nous, les hommes, on va pas expliquer aux chiens, écoute, si tu pisses là, dans l'entrée, c'est pas grave pour nous, tu comprends, etc., etc. Le chien, il va rien comprendre, alors il faut le langage des chiens. Et ben les sutras, en fait, c'est un langage adapté qui essaye de s'adapter. Donc c'est ni né, ni non né. Alors il dit, on n'est pas né, mais on est né. Donc il englobe 2 visions en même temps, qui ne sont pas les mêmes. Et donc ça engendre un mouvement, ça engendre un truc, par exemple, si tu fais un dessin sur une feuille, maintenant le gros truc aux États-Unis, ils font des dessins sur le trottoir, mais en 3 dimensions, quoi. Vachement bien. Et donc voilà. Donc on peut appréhender les 3 dimensions par l'intellect aussi.
Ça donne une piste, ça rassure. Oui. Des fois, on parle de chaos, mais je me demande si ça peut exister. De quoi? Le chaos. Est-ce que ça peut exister, le chaos? Bah, le chaos, oui, ça existe sans arrêt, sans cesse. Le chaos, c'est la mort, par exemple. C'est la déstructuration des cellules. Il faut du chaos pour régénérer le vivant. Ça fait partie, c'est la dégénérescence, c'est la mort, le chaos. Mais le chaos, il a un sens. Enfin, je veux dire, cette dégénérescence. Bah, parce qu'on l'oublie. Quand on oublie quelque chose, on ne peut pas jouer avec tout. Et donc on a des jeux, c'est comme les enfants, tu vois, ils ont des jeux. Alors ils jouent, à un moment ils jouent vachement avec tel jeu, tel jeu, tel jeu. Et puis après ils ont un autre jeu qui leur plaît plus. Puis ils ont 3 autres jeux, 4 autres jeux. Puis à un moment ils se rendent compte qu'ils ont oublié un jeu, ça fait 1 an qu'ils jouent plus avec. Et puis il traîne dans un petit coin de l'appartement, il est tout poussiéreux, il s'est fait bouffer par le chat ou je sais pas quoi, il est KO. Parce que tu l'as oublié. Quand tu oublies quelque chose, quand ta conscience ne pense plus à quelque chose, cette chose disparaît. Oui, c'est ça, c'est le chaos dans le sens que ça disparaît. Ouais, il y a ouais. le chaos où dans ce Ben, où c'est tout le bazar, où il n'y a pas de sens dans ce qui se passe. Ça. Ah, j'ai souvent dit ça à propos de ma femme. Elle m'a interdit de parler d'elle, mais... Non, mais... effectivement, entre bordélique et chaotique, il y a rien qui tient. Et moi, quand j'étais à Amsterdam, j'étais très bordélique. Et à Amsterdam, les appartements, c'est comme ce dojo. C'est des trucs en... Tu as vécu d'ailleurs. Il y a une grande pièce, et puis... donc on peut poser des trucs. Alors moi j'avais mon matériel de musique, j'avais ma guitare, j'avais un hamac, j'avais plein de trucs. Et comme je faisais jamais le ménage, c'était bordélique. Mais je pense pas que c'était chaotique parce que je m'y retrouvais. Et un jour, Alga est venue chez moi et Nina m'a dit, mais pourquoi tu demandes pas une femme de ménage, pourquoi tu demandes pas à Alga de te donner un coup de main? Et Alga, elle est arrivée dans ma cuisine, mais je te dis pas en 5 minutes, elle a pris tout, et en 5 minutes, tout a été ordonné, et tout changeait, et tout ça, tout était ordonné. Elle me dit, écoute Stéphane, t'as que des couteaux, t'as pas une cuillère. Il y a quelque chose qui va pas. J'adorais les couteaux, j'avais plein de couteaux, et pas de cuillère. Alors, donc, je sais pas si j'étais chaotique ou bordélique, mais un peu des deux quand même. Et donc, voilà, c'est ça. Mais disons, le chaos, c'est quand tu t'y retrouves plus. Et donc, 2 bordéliques qui vivent ensemble, ça donne le chaos. Parce que t'as posé dans ton bordel, tu dis, bon, tiens, celle-là, je la mets là, et tout ça, t'as posé ça là, et puis tu sais, ah, ouais, je sais où il est. Quand t'habites tout seul, tu sais, ouais, c'est là. Ah oui, le truc, c'est sous le lit, et tout. Mais quand il y a un autre bordélique qui arrive, il fout son bordel, mais c'est horrible, tu trouves plus rien. Et alors donc tu commences à lui dire, mais où t'as foutu ça? Mais j'en ai marre que tu me demandes où j'ai foutu toutes tes affaires, c'est les tiennes, c'est pas les miennes. Et donc c'est le chaos, quoi. C'est mon côté sus qui peut pas appréhender qu'il puisse y avoir chaos. Oui, mais bon, il paraît que c'est plus créatif, c'est créatif, mais il faut les deux, faut
faut les deux, il faut de temps en temps faire une grosse remise en ordre, mais pour ça, faut pas être trop chaotique dans sa tête, quoi. C'est hyper difficile de ranger ses affaires. Des fois, je passe 2 jours à mon bureau, tu vois, à flipper jusqu'à ce que j'ai rangé le dernier papier, tu vois, et chaque papier, il entraîne tout un karma et tout un truc qu'il faut régler, et machin, et puis quand tu as fini de ranger ton bureau, ouais, j'ai tout rangé et tout, et tu deviens fou, quoi, je deviens fou. Alors, ça se voit pas du tout que je fais du zen et que je suis pas dans le monde des désirs, là. Mais justement, je veux dire, Sensei, il disait, plus tu abandonnes ton ego, plus ton ego, il devient grand. Et plus ton ego, il devient grand, plus il devient universel. Jusqu'à ce que ton ego, il soit tellement grand que ça soit Bouddha, tu vois, ça soit complètement universel. Et donc, un vrai maître zen, c'est un animal étrange. C'est pas comme les. En fait, c'est pas comme le commun des mortels. Moi, je m'en suis aperçu depuis que je vis plus seul, quoi, et que j'ai un miroir pour me renvoyer mon truc, tu vois, parce que quand tu es tout seul, tu t'en rends pas compte. Et j'ai ressenti ça avec Maître Deshimaru. Et donc, c'est-à-dire que comme il n'a pas d'ego, mais en même temps il a un ego universel, si tu rentres en communication avec lui, tu as une énergie énorme en face, quoi. Et avec Sensei, il fallait pas le mettre en colère. Alors, l'autre fois, il est au bistrot à Pernetti, et puis il y a 2 jeunes étudiants japonais qui étaient dans le bistrot, et ils disent: ah, vous êtes maître Deshimaru et tout. Oh, yeah, Deshimaru. Alors, enchanté et tout ça. Bon, comme, alors venez à ma maison. Alors, il les installe et tout. Allez, drink. Il leur file du whisky. Alors, et tout ça. Et puis à un moment, le mec il dit: ouais, mais en fait, vous avez pas eu le chiot de Kodo Sawaki. Sensei, il se lève, bam, il commence à leur presser la gueule. Les deux, ils ressortent de l'appart à moitié, Sensei hurlant et tout ça. Et complètement traumatisé, les gars. Et alors, et moi, je l'ai vu, Sensei, en colère ou dans des crises où je me disais: mais il est fou, quoi. Non seulement il était fou, mais tu avais l'impression que le monde entier était en train de s'écrouler, quoi. Et par contre, tu faisais un gag, tu souriais ou tu t'arrivais à le faire rire, paf, c'était terminé. La colère était terminée instantanément. Et c'était vachement étrange à voir. Et donc, heureusement qu'on a le zazen. Le zazen, ça te permet de te réajuster et de ne pas partir dans... ouais, tu vois, deux personnes qui font zazen ensemble, ça peut être assez costaud, quoi. Donc, tu as intérêt à faire ton ménage et à aller au dojo. Autre question? Yeah. Maître Deshimaru, je crois qu'il répétait souvent, ou il l'a dit plusieurs fois, je l'ai lu, cette phrase Life pass quickly like a dream. Ouais. La vie passe rapidement comme un rêve. Et moi je me dis, sûrement effectivement pour quelqu'un qui ne pratique pas, on s'achemine petit à petit vers la mort. Mais je me rends compte qu'à mesure avec la pratique, on a une vision, la vision change, une vision différente. Et La question? non, mais justement, ouais, je me dis, je me dis que
la pratique, est-ce que ça sert? C'est comme moi, mon père. Est-ce que ça sert à ça finalement? Je commençais une phrase et je disais il me disait bon, c'est bon, t'as tout dit, c'est bon. On a compris. Non, il pourrait y avoir plusieurs questions qui surgiraient de ça, en fait, je pense. Ouais, alors, C'est de une quoi, phrase c'était quoi la intéressante. question? La question? Ouais, Non, je disais, qu'en est-il réellement des personnes, la différence entre une personne qui pratique et une personne qui ne pratique pas? Je pense que la réalité subjective change, forcément, et qu'on ne va pas voir la mort de manière, et le temps de manière linéaire. Moi, je trouve que la mort, c'est une arnaque. Et moi, j'aurais la capacité de vivre encore longtemps. Parce que la mort, c'est un moment où tu te dis j'en ai marre, je me fais chier, quelque part. Hein. Et ce qui fait que on se dit ça, c'est aussi parce que le corps vieillit et que ça devient inconfortable. T'as de plus en plus mal, tu peux plus te traîner, tu mets beaucoup de temps et donc ça, c'est tout à fait réparable par la... En fait, si on vous laisse donner la peine, on pourra très bien résoudre ce problème. Et la mort, c'est une arnaque qui a été perpétrée depuis quelques milliers d'années parce qu'on nous a créés pour mourir assez vite, pour pas qu'on fasse chier. Et donc, on a été créé pour bosser et pour mourir assez vite, pour pas trop évoluer. Parce que plus tu évolues, plus tu risques de te révolter ou de machin. Donc voilà, donc au départ, c'est une arnaque. Et on pourra très bien vivre beaucoup plus longtemps et mieux, parce qu'on aura appris, parce qu'on aura de l'expérience, et approfondir le zazen, etc. Mais le zazen est ce qu'il y a de plus... c'est la plus haute sagesse, c'est le roi des samadhis d'ailleurs. Et même même s'il y a des dieux et des gens qui ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre ou qui font des initiations dans des pyramides super compliquées avec des technologies invraisemblables pour avoir le satori, et ben les mecs, s'ils connaissent pas le zazen, et ben même en 60 ou 70 ans, et ben on est supérieur à eux. Parce que l'important, c'est de se relier à la source. C'est ça qui est important. Et donc, peu importe, il se trouve que là, on s'harmonise. Dans ce monde-là, on vit 80 ans à peu près. Normalement, on devrait vivre 120 ans, mais comme on fait beaucoup de conneries, on perd du bonus. Et voilà, et puis on fait avec. Mais le coup de... L'important, c'est de faire quelque chose d'important dans sa vie. C'est pas que ça dure longtemps ou pas longtemps. Si c'est pour vivre 10 000 ans ou 100 000 ans à faire de la politique et à se battre et à faire la guerre et tout ça, autant mourir plus vite. C'est aussi... Et puis le temps est relatif, le temps, c'est-à-dire que nous, on est sur une échelle de 80 ans, donc on est adapté, notre conscience est adaptée à 80 ans, mais si on vivait 1000 ans, ça serait la même chose. Notre conscience sera adaptée à 1000 années, parce que le temps n'existe pas finalement, puisque Dogen lui-même dit que le temps c'est l'être. Donc le temps c'est l'expérience, c'est le rêve, c'est la longueur, le temps c'est l'expérience du rêve. Il faut le temps suffisant pour faire ton rêve. Donc voilà, c'est l'être. Pour avoir conscience de ce que tu rêves, il faut du temps. Mais et quand tu rêves plus ta vie, le temps, quand tu rêves plus, tu n'existes pas, il n'y a rien. Et rien, comme c'est pas quelque chose, ça n'existe pas. Donc il n'y a que le rêve. Le rien est sous-entendu. Le rien, c'est en fait, le rien, c'est la made in rien. Le rêve, c'est made in rien. La vie, c'est fait de rien. Mais le rien n'est pas quelque chose. Tu vois, on dit,
Ma mère, elle me dit, ah, mais moi, ce que j'ai peur, non, ouais, il y a des gens, ils disent, mais quand je vais mourir, j'ai peur parce que je serai plus rien. Mais au contraire, tu seras plus rien, mais combien de temps tu seras plus rien, puisque rien n'existe pas. Donc tu seras plus rien, ça n'existe pas, rien. Donc ça n'existe pas, tu peux pas être rien. Donc forcément tu vas rêver. Et ton rêve, la matière de ton rêve, c'est le rien. C'est rien. Et maintenant on peut aussi rêver, on peut rêver 1000 ans en un quart de seconde aussi. T'es pas obligé de rêver lentement, tu vois. Non, il faut se libérer de tout ça. Et donc il parle du monde du désir. Bon, c'est le monde dans lequel on est là à se plaindre en disant, ah, ce monde, de tout ce qu'on connaît de l'histoire, il y a toujours eu des guerres et des injustices, c'est toujours les salauds qui ont dirigé le monde, etc. Ça, c'est le monde du désir. Après, on se rend compte par le zazen qu'on serait tout à fait prêt à vivre autre chose, et à vivre plus longtemps et à vivre autre chose. Et le zazen t'ouvre la porte du monde matériel et du monde immatériel. Mais le monde matériel, c'est pas parce qu'il y a matière qu'il y a désir ou pour problème. La matière, c'est génial. Donc tu peux vivre dans le monde matériel en étant parfaitement BA, c'est de ça qu'il parle. Il dit, mais les mecs, ils sont dans le monde matériel, mais en fait, comme ils n'ont aucun problème, tout va bien, il n'y a pas de compétition, tout le monde s'aime, on fait apparaître tout ce dont on a besoin quand on veut. Donc les mecs, ils sont tellement bien que leur intelligence, quand même, ça me nuise, tu vois. Parce qu'ils sont trop bien, alors ils font plus d'efforts, ils sont plus obligés de réagir. Et j'avais lu ça, un truc, le Bouddha, il envoyait un de ses disciples, un bodhisattva, dans un autre univers, d'un autre Bouddha, où pour avoir le Satori, il suffisait de respirer juste les fleurs, tu sais. Juste respirer. Et les mecs, ils étaient complètement en samadhi, quoi. Et les mecs, et il dit, tu vas ramener un bodhisattva de là-bas. Et alors le Bouddha de l'autre univers, il dit à son disciple, bon, tu te fous pas de leur gueule là-bas, des disciples du Shakyamuni Bouddha, tu te fous pas de leur gueule. Ok, leur manière d'avoir le Satori, c'est hyper balourd, quoi. Ils sont obligés de ça et tout ça. Mais ils ont vachement de mérite, parce que je te jure que dans leur univers, c'est vachement dur. Alors, t'es humble, et puis quand même, tu peux les admirer, parce que c'est admirable. Et effectivement, nous, on a toutes les difficultés qu'on a à traverser, et de notre karma, fait qu'on a aiguisé aussi une sorte d'intelligence et une sorte de romantisme, une sorte d'humanisme et de bonté qui dépasse un truc vraiment fort, quoi. Le monde de Shakyamuni Bouddha est vraiment très fort, et puis toute la recherche et tout ça, c'est à cause de l'inconfort. Si on était confortable, il n'y aurait personne qui ferait rien. T'as qu'à péter et puis t'as un poulet rôti qui apparaît. Ouais, tout à l'heure, tu as dit dans le pousset, tu as parlé de quand on avait des difficultés, c'est de là que vient la créativité. Voilà. C'est pour ça que peut-être les gens qui sont un peu artistes ou qui ont beaucoup de démons, on peut les sublimer. S'ils sont pas, on peut les sublimer. Non, mais il y a toujours des démons, ne serait-ce que de ne pas vouloir en avoir. Ah, plus de questions? Les Hollandais? Je parle en français.
Oui, en français, Je sais en anglais. Avant d'aller ici, j'avais peur parce que, je sais pas, mais dans le satin, de temps en temps, je me trouve comme je me perdre totalement. Ouais. Mais, et je sais, c'est, on dit, de lâcher l'ego. Laisse passer, ouais. Mais à l'autre côté, c'est pas pour moi un bon sentiment de disparaître. Oui, parce que quand tu lâches une petite dimension de ton ego connu, tu vas t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Justement, plus tu fais zazen, plus tu lâches l'ego, et plus ton ego est plus vaste, il devient plus vaste et plus universel. Oui. Mais ça fait peur. Moi, je me souviens aussi, bah, c'est comme Dogen, là, quand il a quitté son corps, il a eu les jetons. Moi aussi, quand j'ai débuté Zazen, j'ai eu ce truc-là, j'avais peur. Je suis arrivé à un moment où j'avais tellement peur que ou bien je continue, ou bien j'arrête. Et donc, j'ai dit, bon, bah tant pis, je m'en fous, même si je crève, j'avais trop envie de continuer. Alors j'ai continué. Et c'est passé. C'est passé. Mais à un moment, j'avais vachement peur de m'asseoir en zazen. Pour la même raison. J'avais peur de mourir, je sais pas quoi, de quitter mon corps. Oui. Je commençais à partir de mon corps, j'avais le cœur qui battait, tout ça. J'avais peur. Je disais non, alors non. Et puis après, j'ai abandonné cette peur. J'ai dit tant pis, j'y vais, même si je dois mourir, j'y vais. Bon, bah, parce que c'était mon plaisir, mon choix. Mais on peut aussi dire non, non, bah, moi ça me fait peur, et puis voilà. Mais bon, on peut avoir peur de plein de trucs. Moi, par exemple, faire de l'alpinisme, j'ai très peur. Et j'ai parlé avec des alpinistes, ils m'ont dit, mais nous aussi on a peur. Et voilà, il y a des gars, ils font des trucs, et c'est merveilleux parce qu'on voit l'évolution de l'humanité. Maintenant, les gars, ils font des trucs complètement fous. Et il n'y a pas que la technologie compliquée, c'est pas des technologies compliquées, mais quand vous voyez les ailes, les nouvelles ailes Delta ou le nouveau ski avec l'aile, ils font du ski avec une petite aile Delta, tu vois, ce qui fait qu'ils font paf, ils descendent, ils sont freinés par l'aile, et il y a une technologie, et puis ils affrontent des trucs, on sent que leur âme, c'est des gens qui sont plus évolués, c'est des gens qui se sont incarnés, qui sont plus évolués que nous, des jeunes. Et donc c'est bien, tu vois, c'est vachement utile. Il y a des choses qui nous, on peut pas. Mais par exemple, ils marchent sur un fil dans le vide avec. En dessous, il y a 1 kilomètre, ils sont là. Ah, super, super. Et nous, on sera incapables si je demande à ma mère de faire ça, elle va dire non, 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 je peux pas, c'est pas de mon époque. Alors Sensei, il disait c'est bien le zazen, il était simple, il disait bah, le zazen, c'est bien parce que c'est pas dangereux. Mais c'est vrai que toutes ces nouvelles disciplines sportives, ou les sauts périlleux en moto, on faisait pas ça il y a 40 ans. Eh bien, les gens, ils abandonnent vraiment leur ego, ils ont une grande dimension. Mais le zazen, c'est mieux parce que c'est pas dangereux. Après, tu te relèves. Bon, faut faire attention quand tu comme ça. Danke. Nega waku wako no kudoku o motte amane kuisai ni o yoboshi. Warera to shujo to mina tomo ni utsudo o jozen koto o. Je